Alors, c'est vous qui faites... c'est vous qui faites le live, hein? C'est vous qui faites le live. Je passe du bon temps, j'ai fini mon sport, donc on va discuter quelques minutes avant que je n'arrête le live. Je suis à l'Axe Majeur, comme vous pouvez le voir, un endroit magnifique. Je viens ici d'ailleurs chaque été depuis 3-4 ans pour vous faire les lives, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, c'est vous qui faites le direct. Donc c'est à vous d'appeler, lancer l'appel et puis on va parler pendant quelques minutes. Donc on va faire le live pendant quelques minutes. Je vous laisse, n'est-ce pas? Je vous laisse le temps de vous connecter. Je vous laisse le temps de vous connecter. Voilà. Alors, la question, elle est simple. Comment faire? Comment faire gagner Kamto en 2025 et surtout comment l'installer? Voilà le fond de la question. Ce n'est pas très compliqué ça. Comment installer Kamto une fois au pouvoir, sachant que... Voilà. Donc c'est à vous de faire le live. Je ne sais pas si je suis en train de regarder. Est-ce que il y a l'icône là qui fait que quelqu'un peut appeler pour passer dans le live? Est-ce que il y a cette icône là? J'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi cette icône là n'apparaît pas. Dites-moi si vous pouvez lancer... Si vous pouvez lancer l'appel. Dites-moi si vous pouvez lancer l'appel. Salut Guido à la première. Ton fils est là, il est en position. Donc voilà. En attendant que les autres se connectent. On est bien là à l'Axe Majeur. Qu'est-ce que c'est beau. L'œuvre de Dany Caravan. Un célèbre artiste plasticien israélien au nom de Dany Caravan qui est à l'origine de cette œuvre majestueuse, l'une des plus grandes d'Île-de-France. Il en a comme ça une quinzaine à travers le monde. Il est mort, je crois, il y a 4-5 ans. Oui, si quelqu'un peut lancer l'appel, lancez l'appel, il n'y a pas de souci. C'est ça le but en fait, lancer l'appel. C'est vous qui faites le live aujourd'hui. Je n'ai pas grand chose à dire, je vous donne juste la parole. Comment faire gagner Kamto en 2025? Comment faire gagner le MRC en 2025? Et surtout, comment installer le MRC au pouvoir? Comment ça va se passer, sachant qu'en face, on n'a toujours pas le code électoral consensuel. On n'a toujours pas le système à 2 tours. On n'a pas beaucoup de monde inscrit sur les listes électorales. On a un pouvoir en place qui dispose de lourds arsenaux pour s'imposer par le vol, tripatouillage des urnes. On a un système en place qui possède beaucoup d'armes. Tous ces gens que vous voyez à la tête de l'État, y compris les directeurs, ont des caches d'armes. Et pour certains d'ailleurs ont le projet de créer un État écan au cas où le président en place ne gagnerait pas les élections ou au cas où le RDPC serait dégagé. Donc il y a ceux qui se battent en face du côté du RDPC, parti au pouvoir, ou du moins parti nation, pour être plus clair, c'est un parti nation, parti État, RDPC qui confond ses prérogatives de parti politique aux prérogatives de l'État. Donc on va faire le live. Ce n'est pas en plein cœur de Paris, c'est en Île-de-France. Ça c'est dans le Val d'Oise. C'est l'une des plus majestueuses. Des célébrités du monde entier se rendent ici tout le temps pour faire des clips et autres. Vous voyez de l'autre côté, c'est très très beau. Et là vous avez juste en face, vous avez le plus grand centre d'affaires d'Europe. Là vous avez la Défense. Là où vous voyez les gratte-ciel là, c'est la Défense. Et donc là, vous avez le lac. À côté ici, il y a une pyramide. Ils ont tenté une fausse petite pyramide ici. Bon, il y a les arbres là qui gênent. C'est une œuvre incroyable. Et derrière là, vous avez les colonnes. Vous avez donc 12 colonnes. Ça s'appelle l'Axe Majeur. Voilà. Bon, le but ici, c'est... Ça a été inauguré en 95, hein, je crois, par François Mitterrand, en 1995.
Donc, alors, lancez l'appel voir. Je veux voir si c'est possible. Est-ce que vous pouvez lancer l'appel? Lancez l'appel. Essayez d'envoyer l'invitation. Est-ce que c'est possible? Donc, voilà ce que j'étais en train de dire. Donc, on a le pouvoir en place qui persiste et signe. Le RDPC qui ne veut rien lâcher. Le RDPC qui est décidé, n'est-ce pas, à tout détruire sur son passage. Le RDPC qui veut rester encore à la tête de l'État pendant 7 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2032. Ce parti qui a détruit notre pays est encore une fois engagé à gagner, n'est-ce pas, à frauder, n'est-ce pas, en 2025 pour rester encore le plus longtemps possible, pour jusqu'en 2032. Donc nous, en tant que peuple, nous les pauvres Camerounais, nous qui voulons le changement, en tant que peuple du changement, qu'est-ce qu'on fait pour renverser ce pouvoir? En dehors d'eux, s'inscrire massivement sur les listes électorales, en dehors d'aller le moment venu voter massivement, surveiller ses votes, rester jusqu'à l'annonce, n'est-ce pas, du résultat par bureau de vote, et éventuellement, si nos votes, nos voix sont volées, être prêt à descendre dans les rues pour se battre jusqu'au bout, pour chasser ces gens. Mais il faut d'abord le prétexte. Le prétexte, c'est quoi? C'est qu'il faut d'abord gagner dans les urnes. Même si les gens disent, oui, il faut prendre les armes. Oui, il faut les renverser. Oui, il faut ceci, on est tous d'accord. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais si la communauté internationale doit intervenir, si l'Union africaine doit intervenir, il faut que le scénario de cette fois-ci soit différent de ce qu'on a connu en 2018. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait créé quand même quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'on a vécu en 2018. Il faut que le peuple se sente concerné. Il faut qu'on aille au bout de ce qu'on a commencé. Il faut que la Cour constitutionnelle, tous ces gens qui déclarent les élections et tout ça, il faut qu'au sein même du camp dans le camp des Sardinats, il faut qu'il y ait un désordre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on frappe même d'abord dans le camp des Sardinats de telle manière que même entre eux Sardinats, il y aura des rebondissements, il y aura des retournements de situation, des retournements de veste pour créer ce désordre-là. S'il y a toujours en face un seul parti qui a gagné, qui est le MRC, et les autres partis d'opposition se reculent et ne disent rien, on retombera dans le scénario de 2018. Il est question maintenant d'avoir l'opposition réunie. Il est question d'avoir, quand le MRC gagnera bien sûr, il est question ici, n'est-ce pas? Quand le MRC va gagner, il sera question ici, n'est-ce pas, de faire le forcing. Et à partir du moment où on a les preuves qu'on a gagné, comme c'était le cas en 2018, là maintenant tous les coups sont permis. S'il veut refaire les choses de 2018, on sait comment on peut agir. S'il veut refaire, salut Baoba Jacob Mbabou, salut Brice Kamer, salut Kacha Cameron, salut Gojo Théophile, bienvenue, Flavien Touni, salut Kenya Nairobi. Justement, moi je voulais faire intervenir les gens. Je voulais que les gens interviennent. Par contre là, il y a quelqu'un qui a envoyé son invitation. Zébazé, je ne sais pas si c'est Zébazé. Renvoie ton invitation s'il te plaît. Renvoie ton invitation. C'est un petit live hein, tranquille où on discute entre combattants, entre frères. Je suis en balade, je fais mon sport en même temps. Alors Zébazé, salut, j'ai bien reçu. Mais renvoie ton invitation. Je ne sais pas si tu vois l'onglet qui te permet d'envoyer l'invitation. Justement, je pense que si tu as envoyé ton invitation, c'est parce que c'est possible. Envoie, donc renvoie ton invitation. En attendant, je continue à développer. Donc, comme j'étais en train de dire, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, cette force-là en face qui s'imposera. Mais s'imposera comment? Pour s'imposer, il faut d'abord avoir le prétexte. Pour faire les Camerounais descendre dans les rues et chasser le régime, il faudra au minimum que le MRC ait gagné. Et donc c'est le but. Le but ici c'est quoi? C'est ça le but. Il faut
rassembler le maximum de personnes. Il faut voter le moment venu. Il faut d'abord s'inscrire sur les listes électorales. En ce moment, c'est très très compliqué en diaspora. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup. Tout est fait, n'est-ce pas, pour empêcher les Camerounais de la diaspora de s'inscrire sur les listes électorales pour aller voter le moment venu. C'est-à-dire que les ambassades, toutes les représentations diplomatiques du Cameroun, se sont passé le message. Il faut casser le pied à la diaspora parce que Biya sait d'office que en diaspora, il va perdre. Il sait qu'en diaspora, il n'a pas de cote. Il sait que s'il y a 100 Camerounais en diaspora, il y a 98 qui le détestent. Pour une raison simple. C'est que quand tu as vécu dans d'autres pays africains, partagez le live, partagez. Envoyez le maximum de likes, le maximum de cœurs et partagez le live. Et surtout, envoyez vos invitations. Souvent, vous dites que je ne donne pas la parole. Mais là, c'est l'occasion d'échanger. Voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour dire... J'ai tenté de te prendre un zébazé, mais je n'arrive pas. Sors du live, tu reviens, tu renvoies ton invitation. J'ai essayé de te prendre, mais peut-être la connexion n'était pas optimale. Donc, il y a toutes les raisons, n'est-ce pas, de détester Paul Biya. Quand tu regardes les pays comme le Maroc, des pays qui n'ont pas grand-chose, quelques poissons dans la mer, le tourisme et un peu de phosphate, voilà tout ce qu'ils ont comme richesse. Il faut vous rendre au Maroc pour vous rendre compte que c'est en fait c'est un pays magnifique. Vous voyez avec très peu de richesse ce qu'ils ont pu construire. Vous avez des autoroutes à perte de vue. Vous avez quand même une jeunesse qui arrive à se battre. Il y a des opportunités pour la jeunesse. Les gens ne meurent pas de faim. Il y a ce qu'ils appellent la carte Khamet ou alors le certificat de pauvreté. Ils appellent ça comme ça là-bas. Le certificat de pauvreté qui te permet d'aller te soigner dignement dans un hôpital, même de référence dans les plus grands hôpitaux du pays, sans avoir à mendier. Et pendant que tu es soigné, si tu es hospitalisé, si tu es interné, tu as droit à un repas matin, un repas midi, un repas le soir. Tu es traité dignement. Alors que c'est des pays qui n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas grand-chose. Mais comment ils ont pu développer un pays comme ça qui n'était pas grand-chose en 1999? Le roi actuel a pu transformer son pays. Il a fait du Maroc un pays prisé au monde. Il a développé les infrastructures. Le Maroc est candidat pour organiser, n'est-ce pas, la Coupe du Monde. Un Maroc qui a le TGV construit par les techniciens, des ingénieurs marocains qui ont fréquenté dans les écoles marocaines et pour certains qui sont venus de la diaspora, n'est-ce pas? Vous voyez comment en si peu de temps il a métamorphosé son pays. Et quand tu vois un pays comme le Cameroun avec toutes ses richesses, quand tu regardes un pays comme celui-là avec tout ce qu'on a comme richesse, tu te dis mais mon Dieu, il y a un problème quelque part. Tu te dis mon Dieu, il y a un problème. C'est pareil pour l'Algérie, c'est pareil pour la Côte d'Ivoire, c'est pareil pour le Kenya, c'est pareil, ne parlons pas du cas du Nigeria, les pays en Afrique comme le Botswana, c'est le cas de l'Éthiopie. Il y a beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Je ne veux pas prendre exemple sur l'Europe parce que le niveau est tellement, la marche sera très très haute. Je reste sur place en Afrique. Je prends les exemples des pays qui sont accessibles, des pays encore qui sont qui avaient presque le même niveau de développement que le Cameroun. Je prends un pays comme l'Angola. À l'époque, on avait Cameroun Airlines. Cameroun Airlines, c'était pratiquement 14 avions. On avait les Boeing 237, 14. On pouvait partir du Cameroun directement pour toute l'Union européenne, pour les États-Unis. On pouvait partir du Cameroun pour tous ces pays-là. 14 avions. Biya a tout détruit. Il a privatisé. Il a vendu. Et aujourd'hui, on se trouve à avoir un Camerco qui n'a que 2 avions. D'ailleurs, ces avions ne sont pas autorisés à voler dans le ciel européen. L'Angola qui à l'époque venait louer ses avions au Cameroun, les Angolais qui à l'époque passaient par le Cameroun pour voyager, le Cameroun est devenu aujourd'hui la risée du monde. Le Cameroun est devenu la risée du monde. Je n'arrive toujours pas à vous prendre. Je ne sais pas pourquoi. Essayez de renvoyer les invitations. Voilà, je vais essayer encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a autant régressé?
Pourquoi on est parti d'un pays qui à l'époque était presque au même niveau qui dépassait largement l'Éthiopie, qui était au même niveau que la Corée du Sud, un pays qui n'avait rien à envier à plusieurs pays. 40 ans après, on est aujourd'hui dans l'abîme, la chute vertigineuse de notre économie. La chute même, c'est-à-dire qu'on a perdu même l'humanisme camerounais. Tu regardes le Cameroun aujourd'hui, tu vois les mentalités, tu vois comment les gens se comportent. Les garçons sont devenus tous des drogués. Des filles sont devenues tous des bandites. Je suis parti du Cameroun il y a quoi, 12 ans de cela. La situation était même déjà grave, mais j'imagine encore ce qui se passe ces dernières années. Quand tu regardes un pays où les gens font l'accident, il y a un accident sur l'axe le plus accidentogène au monde en 2009, c'était l'axe Douala-Yaoundé. Vous voyez des accidents de circulation partout dans le pays. Je rappelle qu'ici, le Cameroun, c'est l'un des pays au monde où il y a le plus d'accidents. Chaque 10 ans, le Cameroun paie 15 000 personnes sur les routes. 15 000 personnes, c'est-à-dire, chaque 10 ans, c'est un village de 15 000 âmes qui disparaît. À l'époque, je me souviens d'ailleurs, Alain Foka était venu au Cameroun avec sur Equinox. Il avait fait toute une émission dessus pour parler des accidents de circulation parce que c'était de trop dans le pays. On a eu cette année-là pratiquement 1500 à 2000 morts sur les routes au Cameroun. Vous voyez? Et on est rendu à un niveau aujourd'hui où, pendant qu'il y a un accident de circulation, les jeunes qui arrivent, les gens du moins qui sont censés secourir, qui sont censés sauver ceux-là, déjà, ils ne sont pas formés pour les premiers secours, alors que c'est quelque chose qu'on fait dans les écoles primaires ici en France. Les enfants savent c'est quoi appeler la police, ils savent c'est quoi appeler les pompiers, ils savent c'est quoi les gestes de premier secours. Les gens arrivent, au lieu de sauver les gens, ceux qui sont en train de mourir, qu'est-ce qu'ils font? Ils fouillent les poches pour sortir les téléphones. D'autres sont là en train de filmer au lieu de secourir les gens qui sont blessés, gravement blessés, au lieu de les évacuer. Vous avez des gens qui fouillent les porte-monnaies. Vous avez des gens qui sont contents quand la brasserie fait l'accident. Au lieu de sauver le chauffeur, on va retirer les casiers de bière. Vous avez des gens qui sont là pour voler tout ce qui est sac à main et autres, bijoux, argent et autres. Alors qu'il y a des gens à côté en train de crier « Oh mon pied, oh mon pied, oh mes mains, oh mes mains ». Mais mon Dieu, il y a une crise des valeurs, il y a une chute de l'humanisme camerounais a été perdu. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les gens deviennent de plus en plus méchants au Cameroun? Pourquoi toi qui viens d'Europe, à chaque fois que tu te retrouves au Cameroun, ta vie est en danger parce qu'à chaque moment, on peut t'empoisonner. À l'époque, quand quelqu'un voyageait pour l'Europe, c'est toute la famille qui venait l'accompagner à l'aéroport. Les gens pleuraient, on disait, oh, notre frère est en train de partir, on ne sait même plus, les gens pleuraient, on pleurait à l'aéroport. Tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, tu as ton visa, il faut te cacher pour partir. Personne ne vient à l'aéroport. C'est très discrètement que tu quittes ta maison, que tu te rends à l'aéroport pour voyager. Parce que s'il y a trop d'attroupement, on se rend compte que c'est pas une bonne chose. C'est quand tu arrives en Europe, tu appelles, tu dis je suis arrivé, qu'on dit bon ok, l'enfant est arrivé, maintenant on peut annoncer aux gens. De plus en plus, des pertes des valeurs. On ouvre les bars tous les 20 mètres, tu as un bar au Cameroun. Le Cameroun a consommé, je ne sais plus c'était en quelle année, le record en Afrique, plus de 600 millions de litres de bière. Vous avez aujourd'hui des jeunes au Cameroun, leur rêve c'est faire le gigolo. Voilà ce qui reste à notre jeunesse. Ceux qui essaient de faire les call-box sont humiliés. On demande des patentes, des impôts pour ceux qui gèrent les petits call-box. Le Bensikin est devenu le secteur qui emploie le plus. Et quand il faut les instrumentaliser, l'État se sert de ces pauvres-là qui se débrouillent au quotidien pour pouvoir survivre. Parmi eux, des gens qui ont des diplômes. Et ce sont les plus jaloux, les plus haineux, les plus frustrés du Cameroun. Ce sont les diplômés. Le gars voit qu'il a été à l'école, il a obtenu des diplômes, il ne parvient pas à trouver un boulot. Du jour au lendemain,
il se retrouve dans la moto, soit il vend le carburant en bordure de route pour avoir peut-être 1000 francs, nourrir sa famille. Il a de la peine à se nourrir lui-même. Il a encore une femme, il a 2, 3, 4 enfants. Il vit dans la maison familiale. Mais quelqu'un comme ça, il te voit venir d'Europe, il est même prêt à t'empoisonner. Parce qu'il avait des rêves. Et aujourd'hui, tous ces rêves-là sont brisés. Il se trouve dans une situation où pour manger, c'est toute une bataille. Alors qu'avant, c'était des choses qui étaient évidentes. Manger n'était pas un problème pour un Camerounais. C'est le cas aujourd'hui. Je me rappelle toujours d'un pote, bon pas d'un pote, d'un camarade de classe avec qui j'ai fait terminale à l'époque. Puisqu'il me voyait sur les réseaux sociaux, je suis arrivé au Cameroun, on se croise, il me voit, il a tout un large sourire, il sourit jusqu'aux oreilles, il est content, il rigole, il se moque, je suis étonné, j'entre un peu dans son jeu, je ris avec lui, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit mais oui, je sais qu'on t'a rapatrié, je sais qu'on t'a rapatrié de la France, je sais qu'on t'a renvoyé dans ton pays, voilà je t'avais dit, tu passais ton temps à crier sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu insultes Paul Biya? Est-ce que c'est Paul Biya qui est à l'origine de nos malheurs? Paul Biya n'a rien fait. Je parle comme ça d'un mec avec qui j'ai eu le bac, qui est allé à l'université, qui a obtenu des diplômes, il n'a jamais pu travailler et s'est retrouvé à faire quoi? Le Benzikin. Avec une vieille moto, aucun client ne voulait monter dessus. Peut-être qu'il a acheté la moto là à 50 000 ou à 80 000. Il me voit, il est content, il rigole. Donc, un peu comme pour dire, bienvenue dans la souffrance. Bienvenue dans la galère au Cameroun avec nous. Un peu comme pour dire, waouh, c'est bien comme on t'a rapatrié. C'est-à-dire que les gens vivent au Cameroun. Ils te disent que, viens faire ça ici, Paul Biya va te montrer. La pauvreté, c'est quelque chose. Ouh là là, mon Dieu. Ils disent que le pays est beau. Le pays est magnifique. Mais ce sont eux qui sont prêts à tout pour arriver en Europe. On rapatrie les Camerounais des États-Unis. Ils sont contents, ils jubilent. Mais si tu n'es pas conscient que le Cameroun est un enfer, comment tu peux jubiler qu'on rapatrie quelqu'un? C'est parce que tu es conscient du fait que tu vis dans un pays de merde, où tu n'as accès à presque rien, où la mort a été banalisée, la malmort même d'ailleurs a été banalisée. Tu te lèves, tu n'as pas d'avenir. Tu reviens le soir, tu as à peine de quoi manger. Et Néo fait ses siennes. Coupure d'électricité à gauche, coupure d'eau à droite. Tu n'as pas de vie. Tu tombes, il n'y a jamais d'ambulance. Tu vas à l'hôpital, on te jette à même le sol. Il faut d'abord payer pour avoir un espace. Il faut payer pour avoir un carnet. Il faut payer les infirmiers et les aides-soignantes pour avoir accès. Tu es dans un pays où tu sais que ta vie n'a pas de sens. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas de vie. Et qu'est-ce qui te reste? C'est jalouser ceux qui sont en diaspora. Qu'est-ce qui te reste? C'est jubiler quand on rapatrie tes frères des États-Unis. Voilà ce qui se passe. Donc le gars me voit, il est content, il rigole, un peu comme pour dire bienvenue dans la souffrance. Il était convaincu à l'époque, c'était à Ange Raphaël, je rentrais justement à l'université de Douala où j'étais, et récupérer mon dossier pour mon inscription à l'université ici en France et tout. J'avais besoin de tous ces documents-là. Et il me voit, il est content. Que mon frère, on est ensemble. Il faut qu'on go couper une bière et tout ça. Je regarde, je dis, mais attends, celui-ci, mais il a quel problème lui? Finalement, je comprends pourquoi il était en train de rigoler. Je comprends plus tard. Le gars rigole parce qu'il s'est dit, bon, je suis venu le trouver dans la merde. Voilà. Je suis venu le trouver dans la merde. Il est content. Oh mon Dieu, oh le Cameroun. Plus tard, il apprend que j'ai pris mon vol, je suis rentré. Il me revoit encore en France. Il s'est dit, mais attends, le gars est rentré comment? C'est ça le Cameroun. C'est ça notre jeunesse. Vous voyez, ce sont ces gars aujourd'hui qui sont là sur les réseaux sociaux, en train d'insulter ceux qui sont en Europe, en train de jalouser ceux qui parviennent à s'en sortir. J'ai encore 2 de mes camarades la dernière fois, des gars qui ont été en fac, hein, qui n'ont pas pu obtenir un boulot digne de ce nom. Ils sont rentrés faire le pointage dans la bananeraie.
Et la dernière fois, c'était à l'occasion du 20 mai, les gars avaient l'habit du RDPC. Ils avaient l'habit du R. Ils sont allés faire la queue pour avoir une bière, avoir le pain sardine. Regardez-moi cette jeunesse. Jusqu'à ils ont mis en commentaire quoi, Paul Biya, le choix de l'expérience. Mais quelle honte. Quelle honte. Tes parents ont saigné. Ils se sont privés. Financé tes études. Tu arrives en fac, tu obtiens des diplômes. Tu arrives à obtenir tous ces diplômes-là. Tu n'as pas de travail. Et tu vas porter la tenue du parti qui prive la jeunesse camerounaise de travail. Tu vas boire une bière, manger, je ne sais pas, un petit sandwich, un petit pain sardine. Tu es content, tu fais les photos, tu publies. Et tu te rends compte des sacrifices qu'on fait ici en diaspora pour un tel peuple, pour un peuple aussi malade. Tu te rends compte de tous ces sacrifices qu'on fait parce qu'on veut voir les choses changer. Donc, je vous présente encore une fois cette œuvre majestueuse de Dany Caravane, inaugurée par Mitterrand en 1995. Ça s'appelle l'Axe majeur. Vous avez juste là, derrière, ce qu'on appelle les 12 colonnes. Voilà, les 12 colonnes, juste là. C'est une œuvre incroyable. Si je vais un peu plus bas, vous allez voir l'architecture, elle est incroyable. Je suis revenu à cet endroit 1000 fois. Je ne me suis jamais lassé. À chaque fois, je découvre quelque chose toujours aussi impressionnant. À gauche là, comme je vous disais, il y a une pyramide. Il y a juste cet arbre-là qui gêne la vue. En face, vous avez la Défense. C'est le plus grand centre d'affaires d'Europe, n'est-ce pas? Vous avez les plus grandes tours, là, la Défense. C'est important de le rappeler. Hein. Cet endroit n'existait pas. Je rappelle que c'est suite à la guerre qu'il y a eu entre Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso, qui a Total, n'est-ce pas, qui a profité de cette période-là pour se remplir le maximum de poches. C'est-à-dire que dans le deal qui amenait Denis Sassou Nguesso au pouvoir, il y avait une bonne partie du pétrole congolais qui était confié aux entreprises d'exploitation françaises, notamment Total, qui allait exploiter pour le compte de la France. Et les travaux sont lancés à partir de ce moment pour la construction de ce grand centre d'affaires qui challenge d'ailleurs le grand centre d'affaires de Londres. Donc ça n'existait pas. Et donc là, voilà l'argent du pétrole, voilà l'argent du pétrole congolais. Voilà ce que ça a réalisé en France. Même si ils insultent l'Afrique et font croire que la France est en Afrique plutôt pour nous aider. Donc voilà ce que ça donne et le peuple congolais est en train de mourir de faim. Vous avez toutes les références hein, dans l'ouvrage La France-Afrique, le plus long scandale de la République de François-Xavier Verschaff. Vous avez toutes les références à l'intérieur. C'est un livre magnifique qui fait, je crois, 700 pages. Je vous le conseille vivement. Il y a un autre aussi, Noir Silence. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses développées. Verschaff, c'était l'un des intellectuels, n'est-ce pas, de grande valeur, un intellectuel de bonne foi, qui, bien qu'étant français, né à Aix-en-Provence, a fait énormément de choses pour l'Afrique. Il était d'ailleurs président de l'association Survie, avec les Jean Carbonat, avec également la femme de Mongo Betty. Voilà. Donc, on continue alors. On continue le live. J'étais en train d'essayer de prendre ceux qui ont envoyé les invitations. Je n'y parviens toujours pas. C'est bien dommage. Voilà. Voilà. Comme j'étais en train de vous dire. Donc, on a en face une bête. On a un rideau en fer, qui est le RDPC, le parti État. Donc, voyez-vous, Paul Biya, dernier de sa classe. Moi-même, je dépasse Paul Biya parce que j'étais au même premier de ma classe. J'étais chef de classe. Donc, Biya n'a jamais été chef de classe toute sa vie. Voilà un parachuté qui est parti en Europe étudier dans le réseau de Louis-Paul Odjoula, qui était
officiellement un tchélé et franc-maçon, qui avait un réseau, n'est-ce pas, où il cooptait certains étudiants africains qui l'amenaient en Europe étudier dans le système ici, notamment en France, pour rentrer, n'est-ce pas, jouer le rôle de second, n'est-ce pas, dans les colonies, jouer le rôle, si vous voulez, des Blancs, pour remplacer. C'est pour ça qu'on parle de la France qui est partie pour mieux revenir. En fait, la France qui est partie pour mieux rester. Donc, on avait besoin des gens comme Paul Biya, qui était nul, nullissime d'ailleurs, qui arrivait en Europe, qui restait cloîtré tout le temps dans sa chambre d'étudiant. Il n'avait jamais participé à une seule manifestation d'étudiants. Il y avait des manifestations estudiantines à l'époque avec la FEANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, avec les Cheikh Anta Diop comme président, l'ancien président du Alpha Condé, voilà. Tous ces gens-là ont été dans cette organisation à l'époque avec les Mongo Betty. Et Paul Biya a été connu pour être quelqu'un de très très discret, qui est resté dans cette mentalité villageoise, où il ne rencontrait que quelques rares membres, quelques frères de son village, parce qu'il faut préciser que il est né dans cet environnement, il a grandi au village, il n'a connu que ça, jusqu'à ce qu'il aille faire les coups, il parte de son village, n'est-ce pas, pour se rendre à Yaoundé, et de là venir en Europe étudier. Après ses études, il est rentré, on est en 62, il entre directement au cabinet civil. Voilà son parcours. En Europe ici, il était nul, il a obtenu quelques diplômes par césarienne, comme son fils d'ailleurs, Franck Biya, profession, fils de Paul Biya, passif, il a vidé toutes les forêts du Cameroun de ses essences précieuses. Projet, il veut diriger le Cameroun, un pays qu'il ne connaît pas. Voilà, hein, Franck Biya, le fils de l'autre, c'est tout, hein, c'est nul. Au fond, quelques petits diplômes obtenus par césarienne, hein, c'est tout. Il n'y a rien dedans. S'il y a 30 millions de Camerounais, il y a 29 500 000 qui ne connaissent pas le son de la voix de Franck Biya. On ne sait d'ailleurs pas s'il a toutes ses capacités physiques et mentales. Et il prétend diriger le Cameroun, un pays qu'il ne connaît pas. On ne l'a jamais vu dans un marché populaire, en train de parler à un Camerounais lambda. Il ne les connaît pas. Il ne connaît pas les réalités du Cameroun. Il a toujours vécu dans une tour d'ivoire. Il n'est pas au contact des populations. Il ne sait d'ailleurs pas ce que c'est aller dans un marché, acheter les tomates, acheter les fruits et légumes. On a toujours travaillé pour lui. C'est voilà, ce fils-là né avec une queue en or dans la bouche, mais qui veut diriger le Cameroun. Il faut que les Camerounais soient les plus idiots de cette terre pour confier leur destinée à quelqu'un d'aussi feignant et inapte à la prise de décision comme son père. Il faut bien préciser que Biya, avant d'être Premier ministre, a été dans 3 ministères. Et ses patrons à l'époque qui avaient, n'est-ce pas, eu Biya, avaient bien précisé à chaque fois que Biya partait, le rapport qu'on faisait sur Biya, c'était évident. Et les 3 ministères, dans ces 3 ministères, il y avait un rapport et tous ces rapports étaient concordants. Biya est feignant, Biya est paresseux et il est surtout inapte à la prise de décision. Voilà. Le système mis en place voulait que ceux qui prennent le pouvoir soient des gens qui n'ont jamais lutté. Biya n'a jamais lutté. C'est lui qui a finalement dirigé et qui dirige encore le Cameroun depuis 41 ans. Ahidjo n'a jamais mené la moindre lutte. Il a dirigé le Cameroun pendant 25 ans. En tout 27 ans. Il a pris le pouvoir en 1958, après un tripatouillage des urnes. Et il est parti en 1982. Vous voyez? Et ceux maintenant qui sont morts au front, ceux qui sont morts parce qu'ils se battaient contre les colons, sont ceux-là à qui on a refusé ne serait-ce que l'accès à un petit lopin de terre. Regardez comment les enfants de Oumniobé ont été clochardisés. Regardez comment toutes ces familles de Martin Singap, de Jérémie Ndeléné, de Oumniobé, d'Ernest Wandji, Félix Roland Moumier, les Kingé. Regardez comment toutes ces familles ont été clochardisées. Regardez ce que ces familles subissent. Pendant ce temps, vous avez au pouvoir des gens qui n'ont jamais lutté.
Vous avez des gens qui, à l'époque, avaient refusé de lutter. C'était des collabos qui servaient du thé aux colons pendant qu'on était en train d'écraser leurs propres frères. Ils ont mis sur pied ce système-là qui a favorisé l'ascension d'une certaine élite collaborationniste. Et ce sont ces élites-là qui, finalement, ont pris le pouvoir pour implémenter, n'est-ce pas, ces projets et imposer la volonté du colon. C'est-à-dire que c'est des nouveaux colons. Et ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir. C'est le cas au Cameroun, hein, c'est la même réalité au Gabon, c'est la même réalité au Tchad. Les braves Tchadiens qui se sont battus pour le Tchad, pour l'indépendance du Tchad, n'ont même pas été reconnus. Allez demander aujourd'hui dans les rues du Tchad qui est Gabriel Lisette. C'est d'une fils descendant, afro-descendant. Allez demander aujourd'hui qui est Outel Bono. Si les Tchadiens savent même c'est qui, la population, la grande masse tchadienne sait c'est qui Outel Bono. Il est enterré ici d'ailleurs à Castel-Sarrazin, dans le village de sa femme Nadine Bono. Allez demander aux Camerounais qui est Vincent Ganti, ils ne savent même pas qui c'est. C'est des gens pourtant qui se sont battus. Pour le Cameroun, notre pays, ce sont des dignes fils afro-descendants. Voilà ce qui pose le problème. Justement parce que ceux qui sont au pouvoir à l'heure actuelle sont ceux-là qui n'avaient jamais lutté. Ceux-là d'ailleurs qui refusaient, qui ne voulaient pas de l'indépendance du Cameroun. C'est ceux-là qui disaient que non, les Camerounais ne sont pas encore prêts pour être indépendants. Ne leur accordons pas cette indépendance. Évidemment que ça ne dépendait pas d'eux. Il y avait des facteurs extérieurs, il y avait des facteurs internes. Il y avait les deux guerres mondiales, il y avait l'intervention de la Russie en Afrique. Cette même Russie qu'on veut diaboliser aujourd'hui en faisant passer la Russie pour un pays qui est en Afrique. Certes, elle est là pour ses intérêts, mais dans l'histoire de l'Afrique, la Russie n'a jamais imposé une langue en Afrique. La Russie n'a jamais imposé une monnaie. La Russie n'a jamais imposé une base militaire. La Russie n'est jamais intervenue pour imposer des présidents. Jamais. Tout au contraire. L'histoire nous enseigne ceci, si vous avez étudié l'histoire de l'Afrique, que les Russes, à chaque fois qu'ils ont été en Afrique, ils ont été là pour contribuer à l'émancipation des peuples. Qui a oublié l'intervention de la Russie pour mettre fin à l'apartheid, notamment dans la bataille de Cuito-Canavale? Qui a oublié cela? Qui a oublié l'intervention des dignes fils afro-descendants qui étaient intervenus en Afrique pour la libération du continent? La Russie a formé idéologiquement un bon nombre, n'est-ce pas, d'Africains. Ils étaient d'influence communiste pour la plupart. Communisme certes d'un côté chinois, mais de l'autre côté également russe. Tous ces gens-là, pour beaucoup, ils ont été formés en Russie. Mais ceux qui sont finalement retournés en Afrique, perpétrer des coups d'État, sont ceux-là qui ont été formés en France. Ceux-là qui ont été formés à Saint-Cyr. Ceux-là qui ont été formés dans ce qu'on appelle les écoles de planification de génocide. C'est le cas de Théoneste Bagosora, qui a étudié ici dans l'école de planification des génocides et qui est à l'origine, qui est l'un des instigateurs, qui est l'un des artificiers, des penseurs, des idéologues, n'est-ce pas, ceux-là qui ont pensé le génocide du Rwanda. Quand il était poursuivi, d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il a trouvé refuge au Cameroun quand il était poursuivi. Il a été protégé au Cameroun pendant un moment avant qu'il y ait un mandat international pour l'attraper et le renvoyer, pour qu'il soit jugé à La Haye. Théoneste Bagosora. Que ce soit les Bongo, que ce soit les Yandema, tous ces gens-là qui ont finalement arraché le pouvoir en Afrique par la force, étaient des anciens qui avaient été formés ici, dans des écoles françaises, notamment à Saint-Cyr. Un bon nombre de ces gens c'était des anciens légionnaires. Donc, je voulais donner la parole, mais à Tamar Ouma, tu veux passer du bon temps, tu prends le train. Hein. Tu prends le train, tu viens passer du bon temps. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Hein. Tu prends le RER, ça te laisse, je sais pas où, ça
peut être Cergy quelque part, voilà, tu montes à pied 5-10 minutes, tu es arrivé. Hein. En bas là, il y a des gens qui font du barbecue, il y a des gens de l'autre côté qui s'amusent, c'est un endroit où il y a du monde, ça grouille de monde ici en été. Donc voilà exactement ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, je fais le parallèle ici avec le Cameroun pour qu'on puisse comprendre en fait, même si je prends des exemples un peu partout en Afrique, c'est important pour que certains comprennent en fait le but de la lutte. Elle n'est pas seulement camerounaise, elle n'est pas seulement nationale, elle est aussi panafricaine. Que les gens comprennent que le même système qui est au Cameroun, c'est le même système qui est au Tchad, c'est le même système qui est en Côte d'Ivoire, c'est le même système pratiquement au Sénégal et tout. Et donc, vous avez au Cameroun, la différence c'est que le cas du Cameroun, il y a un tribalisme exacerbé au niveau du Cameroun. Au niveau c'est pas le cas au Sénégal par exemple. Regardez ce qui se passe au Sénégal. On dit Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, il est de la région de la Casamance. Mais Ousmane Sonko, quand on demande aux gens de descendre, quand il dit à ses partisans, descendez dans les rues pour me soutenir. D'ailleurs, il y a à plusieurs reprises, ce n'est même pas lui qui demande. Ses partisans s'invitent. Ils sont allés le délivrer à la prison centrale de Dakar en disant ce n'est pas normal qu'ils soient en prison. Et quand vous voyez tous ces gens-là, il y a parmi eux des Sérères, vous avez des Wolofs, vous avez des Mandjaks, vous avez des Malinké, vous avez des gens qui viennent de partout, de toutes les tribus du Sénégal, vous avez des Peuls. Macky Sall a les gens même de sa propre, il y a des Peuls qui sont contre Macky Sall. Ils sont contre Macky Sall. Il y a dans la propre famille de Macky Sall des gens qui sont de l'opposition, qui sont dans l'opposition contre Macky Sall. Ce n'est pas un pays fortement tribalisé comme le Cameroun. Quand on dit aux gens au Cameroun, descendez dans les rues, quelqu'un te dit non, je ne peux pas aller mourir pour un Bamileke. Un Bamileke ne sera jamais un président. Un Bamileke a étudié jamais. Il y a des gens qui disent que non, comme Toto, un Bamileke ne sera jamais un président. Quand vous regardez ce qui se passe au Mali, vous croyez qu'il n'y a pas de tribus au Mali? Il y a les Malinké au Mali. Il y a les Dogons. Il y a même, dans la ville de Tombouctou, il y a les descendants d'Arabes qui sont à Tombouctou. Vous avez des gens qui viennent de partout. Le Mali, c'est un pays qui est vaste, c'est un pays qui est varié. Il y a une grande diversité au Mali. Mais tu ne peux pas dire aux Maliens descendez dans les rues. Quand le président Assimi Goïta dit aux Maliens descendez dans les rues, rendez-vous à tel endroit, à telle heure, tout le peuple est là pour l'accompagner dans cette initiative. Au Cameroun, dès que tu appelles les gens à se rassembler, tout de suite, les chaînes de télévision, les journalistes, certains activistes et tout ça, ils entrent tous en scène. Ils mettent leur rouleau compresseur en branle pour décourager les gens en disant attention, c'est un projet Bamileke qui vise à déstabiliser le Cameroun. Comme si le Cameroun n'était pas déjà déstabilisé. Et quand vous regardez à côté au Sénégal, vous regardez comment ça se passe dans d'autres pays. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Quelqu'un ne peut pas surfer sur la fibre tribale au Sénégal en espérant triompher. Mais au Cameroun, ça marche excellemment. Ça marche super bien au Cameroun. Pourquoi? Parce que on a passé le temps à tribaliser. Le régime pendant 41 ans a passé le temps à diviser les Camerounais. Il y a des gens qui pensent de bonne foi qu'ils sont faits pour la politique. Les Fangbeti Boulou pensent qu'ils sont faits pour la politique. Et il y a des Bamileke de bonne foi, beaucoup de naïfs, qui pensent qu'ils sont bons pour le commerce, tout simplement. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont bons pour le football, d'autres qui sont bons pour la musique. Restons comme ça, ça ne doit pas bouger. Il y a d'autres qui sont bons pour élever les bœufs, vendre du soya, ça s'arrête là. Il y a ceux qui sont bons pour être dans l'administration, diriger, gérer tous ces postes-là, clés de l'administration. On ne peut pas vivre dans ces conditions. Nous n'avons qu'un seul héritage. On a beau avoir le passeport français, passeport canadien, passeport allemand, tout ce que vous voulez. On ne sera jamais des véritables, je ne sais pas, français, allemands, américains, tout ce que vous voulez. On peut avoir la citoyenneté, ça nous permet de nous mouvoir. On appartient à ces pays parce on épouse les valeurs du pays. Mais
On est Camerounais. Le seul encore héritage qui nous reste, c'est le Cameroun. Un noir en France qui a la nationalité, un noir en Allemagne qui a la nationalité, s'il dit je suis allemand, on va lui dire d'accord, tu es allemand, certes, mais de quelle origine? Mais quelqu'un qui s'appelle Mertesacker ou bien Schweinsteiger, je ne sais pas quoi, on ne va jamais lui demander d'où il vient. S'il dit qu'il est allemand, il est allemand. On voit il est blanc, on voit il porte un nom allemand, on passe à autre chose. Il n'a pas besoin de te dire qu'il est allemand de souche. C'est évident. Mais tant que tu as le passeport allemand, même quand tu as un problème à l'étranger, l'ambassade appelle. Première question, c'est un citoyen allemand, oui, mais il s'appelle Ngongan. Mais c'est la blague. Tu te vends, je suis allemand. Ok. Ton ambassade appelle. Oui, on a un citoyen allemand qui est en difficulté, voilà. Ça peut être le cas, hein? Quelqu'un qui est français, comme on a ici quelques aliénés qui sont français, parce qu'ils ont un passeport français, ils se prennent pour plus français, je ne sais pas que qui. On peut épouser les valeurs de la République, mais ne pas régner ses origines. Imaginez, on appelle, on demande, ben oui, oui, je suis français, ok, t'es français, bon, je m'appelle Kamdem. Bon, il faut être sérieux, les gars. Il faut être sérieux. Tu t'appelles Kamdem, tu es français, il faut être sérieux. Ou je m'appelle Ongolo. Ou je m'appelle, je ne sais pas, tu sors un nom bizarre, ils vont dire, mais ça vient d'où ça? Ils ont d'abord du mal à prononcer. Quand tu dis, je suis français, voilà. Je m'appelle, je ne sais pas, Henri Philippe. On voit debout un mec, voilà. On voit le phénotype, on regarde, on se dit, bon, voilà. C'est pour ça que le seul héritage que nous avons, c'est le Cameroun. Laisser notre pays entre les mains de ces bandits, laisser notre pays entre les mains de ces voyous, de ces corrompus, c'est faire preuve de lâcheté. On ne peut pas laisser notre pays entre les mains de ces gens. On doit les mettre dehors. Et prendre le contrôle, reprendre le contrôle de notre pays, le diriger. Salut Pires le Bangou. Gonzalez le Gibraltar. Salut, salut. Et belle Cynthia. Donc, pour ceux qui sont peut-être intéressés, hein, pour ceux qui aiment bien la lecture, vous me contactez, je vous enverrai les liens avec les ouvrages que je venais de citer tout à l'heure, si vous voulez toutes les références et tout. Ça change, ça apporte beaucoup. Donc nous avons ce devoir-là. Donc l'objectif c'est quoi? Il faut installer Maurice Kamto. Il faut que Kamto soit président. Il ne faut pas que ce soit seulement président élu. Non. Il doit être le président du Cameroun. Ça se passe donc comment? Inscription sur les listes électorales. Je vous rappelle que la diaspora à elle seule est capable de faire basculer ces élections. Ne lâchez pas ceux de la diaspora. Je vous invite à vous inscrire massivement sur les listes électorales. Ce n'est pas pour rien qu'ils empêchent les gens de la diaspora de s'inscrire. Ils se sont passés le mot. Parce qu'ils savent que si la diaspora s'inscrit, c'est pour voter un seul candidat, c'est Kamto. Ils le savent. Donc ils ont tout intérêt à empêcher les gens de la diaspora à s'inscrire sur les listes électorales. Quand tu regardes d'autres pays, mais tu as mal. C'est pour ça que les gens de la diaspora détestent Paul Biya, parce qu'il a détruit notre pays. Pour quelqu'un qui est au Cameroun, qui est né, qui a grandi là-bas, qui n'a connu que le Cameroun, à un certain moment, tu peux te dire, bon voilà, bon, il y a la télé, tu peux regarder comment ça se développe ailleurs. Quand je vivais au Cameroun, j'adorais regarder une chaîne de télévision TVGE, télévision de Guinée équatoriale. C'était une chaîne de télé qui était déjà de très très grande qualité en termes d'image. Quand tu regardes la CIA TV, c'est flou, tu te demandes d'où viennent leurs caméras. Mais quand tu regardais TVGE, c'était toujours très beau, une qualité d'image exceptionnelle. Et ils avaient l'habitude de faire, faire passer plusieurs documentaires. On te montre la ville de Mongomon, comment en quelques temps ils ont développé. On te montre la ville de Bata, on te montre Malabo. Et toutes ces villes-là, comment le pays s'est développé en si peu de temps. Avec l'argent du pétrole,
les essences précieuses dans les forêts, avec, voilà, quelques personnes en diaspora et tout. Et ils ont pu développer leur pays, la Guinée équatoriale. Regardez comment les Camerounais sont humiliés là-bas. Regardez comment les Camerounais sont humiliés au Gabon. Alors qu'on a un beau pays. On aurait pu construire nous-mêmes notre pays. Mais on a laissé ce pays entre les mains des voyous. Donc je suis en train de dire que quelqu'un qui est né dans la caverne, quelqu'un qui est né en esclavage, ne connaît que l'esclavage. Donc pour lui, ça paraît normal. Il n'a connu que ça. Il n'a pas expérimenté autre chose. Donc au bout d'un moment, si tu lui dis qu'il existe quelque chose qu'on appelle la liberté, tu as le droit de faire ci ou ça, sans dépendre de ton maître. Lui ne comprend pas très bien. Ça ne sonne pas bien dans ses oreilles parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Mais pour quelqu'un qui a été en liberté, avant d'être en captivité, c'est complètement différent. Le comportement est différent. Même si ici, la liberté, c'est quelque chose de, on va dire, consubstantiel à notre être, comme on le dit. Un être a besoin de liberté. C'est quelque chose qui est lié à l'humain. Même d'ailleurs lié aux animaux. Vous voyez? Donc quand tu as été seulement dans d'autres pays, tu vois comment ça se développe au Kenya. Tu regardes le Botswana, tu regardes la Namibie, tu vois l'Angola, tu regardes tous ces pays-là, comment ça se développe, tu te dis, mais mon Dieu, le Cameroun, que devient mon pays? Tu te poses des questions. Alors c'est à nous d'agir, c'est aux Camerounais d'agir. C'est aux Camerounais d'agir, de prendre leur destin en main. Et pour ceux qui sont en diaspora, je vous invite. Jusqu'au 31 août, il faut s'inscrire sur la liste électorale. Et ils ont fait exprès de durcir. L'année prochaine, ils vont essayer de faire pareil. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit inscrit. Parce qu'ils savent que si la diaspora s'inscrit massivement, imaginez le nombre de Camerounais en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Kenya, je ne sais pas où, en Russie, au Gabon, un peu partout. Imaginez le nombre de Camerounais. Nous sommes capables de faire plier ces élections. Et ils le savent, c'est pour ça qu'ils font très attention. Inscription sur les listes électorales. Le moment venu, il faut aller voter massivement. Il faut surveiller les votes pour qu'il n'y ait plus des voleurs de la trempe de, comment on appelle, Roméo Dika, qui avait lui-même affirmé que j'ai travaillé pour le RDPC en allant voler les urnes. J'ai volé les urnes, je suis allé cacher, brûler pour rendre service au RDPC. Roméo Dika est au Cameroun. Roméo Dika est en liberté. Roméo Dika n'a jamais été inquiété, alors qu'il a affirmé lui-même à Mondovision sur les chaînes du Cameroun que j'ai fait ce travail-là pour le compte du RDPC. Et je suis allé réclamer mon dû au ministère du Travail. Joseph Owona, Grégoire, pardon, Owona, pour me remettre mon argent, a d'abord voulu me sodomiser. J'ai sauté, j'ai fui. Voilà les réalités du Cameroun. Le ministre a demandé de descendre son pantalon s'il veut son enveloppe. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Roméo Dika qui dit ça. Un artiste camerounais. Le mari de ma femme. Et posez-vous des questions. Pourquoi Roméo Dika n'est pas inquiété? Pourquoi il n'est pas inquiété? C'est lui-même qui dit. Donc on sait que le RDPC va toujours voler. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on se prépare pour éviter que cela arrive encore comme on a l'habitude de voir? Il faut donc se préparer pour ces élections. Il faut se battre avec la dernière énergie jusqu'au bout. C'est l'élection de la dernière chance. Nous allons les renverser. On y croit jusqu'au bout. Et on va se battre pour notre Cameroun. Et on va également se battre pour les Camerounais. Parce que je ne suis pas de ceux-là qui pensent que, oui, vous ne vous battez pas pour les Camerounais, mais vous vous battez pour le Cameroun. Quelle incongruité. Comme si on pouvait se battre pour le Cameroun sans être en train de se battre pour les Camerounais. Comme si on se battait pour nous-mêmes. Comme si tout ce que je suis en train de faire comme sacrifice depuis 2018, et même bien avant,
Comme si j'étais en train de faire ça pour moi parce que j'ai quelque chose à gagner dans tout ça. Qu'est-ce que j'y gagne? J'y ai tout perdu. J'ai tout perdu à cause de cette lutte. J'ai même failli perdre mon travail à un certain moment. Je n'ai pas pu aller aux obsèques de ma mère en 2019 à cause de ce régime. Je suis interdit de passeport camerounais, ça fait bientôt 2 ans. J'ai publié mon livre, je suis sollicité en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas m'y rendre parce que je n'ai pas de passeport. Ils ont bloqué mon passeport. Ils bloquent le passeport et ils bloquent l'argent du passeport. J'étais censé me rendre au Maroc pour le tournage du film documentaire lié à mon livre ici. Tout était déjà clos. On avait déjà clos le contrat. Tout était bon. Je ne faisais que dire attendez, attendez, attendez parce que j'étais en train de voir comment je peux faire. L'affaire a capoté. Et je suis venu remettre des exemplaires à tous ces gens, à l'ambassade même du Cameroun à Paris, pour attirer leur attention sur cette hécatombe-là. En disant, il faut faire quelque chose. Ils sont assis, ils mangent l'argent de notre pays. Pendant ce temps, nos enfants sont en train de mourir de faim. Pendant ce temps, nos enfants meurent dans la mer. Pendant ce temps, nos enfants meurent au désert. Ils sont en train de manger l'argent du peuple camerounais. J'ai tout perdu à cause de cette lutte. Mais je continue la bataille parce que, avant de m'engager, je savais qu'il y a des conséquences. Et quand on est un combattant pour la liberté, quand on est un combattant avec des convictions, on ne lâche jamais. Que vaut mon passeport? Que vaut le fait que je ne puisse pas aller au Cameroun? D'ailleurs, ce n'est pas une priorité. J'y étais en 2018, c'est de justesse que j'ai échappé au poison, les agressions et tout ce qui va avec. Pardon, épargnez-moi de ça, ce n'est pas une priorité pour moi pour l'instant. Ma vie est très belle en France, je me sens bien où je suis. Des jalousies à gauche, à droite, Dieu merci, je suis rentré ici vivant. J'aurais pu rentrer ici les pieds devant. À cause des jalousies, des gens qui ne sont pas capables de se bouger, faire quelque chose pour leur vie, mais qui sont jaloux, aigris, haineux, prêts à détruire les autres. Donc on sait déjà ce que le RDPC va faire. Préparons-nous. Quand on fait ce sacrifice-là, c'est parce qu'on aime les Camerounais. Imaginez demain le Cameroun change, tout est beau, tout est bien. Qu'est-ce que moi j'y gagne moi? Je vais rentrer m'asseoir au Cameroun, aller dire que je travaille quelque part là-bas. Qu'est-ce que j'y gagne? Si je viens en vacances au Cameroun, peut-être je veux profiter, qu'il y ait des belles routes, qu'il y ait des meilleurs hôpitaux pour tous les Camerounais, qu'il y ait de l'eau, l'électricité pour tous les Camerounais, qu'il y ait des écoles. Moi, je vais rentrer m'asseoir, fréquenter au Cameroun. Qu'est-ce que je veux profiter de tout ça, personnellement? On va certainement bénéficier, mais indirectement. Que le pays soit beau, ça sera beau pour tout le monde. Ça sera la fierté de tous les Camerounais. Mais quand on fait tous ces sacrifices comme nous le faisons, c'est parce qu'on aime les Camerounais. C'est parce qu'on aime le Cameroun. C'est parce qu'on veut voir les choses changer. C'est pour ça que nous faisons tous ces sacrifices. On veut voir les choses changer. Je vais arriver au Cameroun, je vois l'aéroport de Simalène, que ça ressemble à l'aéroport, je ne sais pas, d'Abidjan ou bien de Casablanca ou l'aéroport de Marrakech. Je vais arriver, je vois un pays qui est beau, qui est ouvert, où les gens sont souriants, les gens arrivent à manger, les Camerounais arrivent à se soigner, ils ont tout le monde un petit boulot, chacun a de quoi s'en sortir. Qu'on ne frustre pas les gens au quotidien. Avec les affaires de carte d'identité, il faut attendre 3 ans, 4 ans pour avoir une carte d'identité. Et vous voyez donc tous ces pauvres Camerounais, tous ces misérables, ils viennent sur les réseaux sociaux s'attaquer aux gens de la diaspora. Tu ne vas plus rentrer au Cameroun. Comme si moi, mon Dieu. Parce que
D'autres même souvent ils mangent son dolé ou je ne sais quoi, il fait les photos que voilà ce qui vous manque les gens de la diaspora. Si tu savais que je mange du bon dolé ici, mieux que toi. Si tu savais qu'avec 25 €, même seulement 15 €, on a un plat, un bon plat de taro. Encore que moi je ne mange pas ce genre de taro là. Moi je paye le vrai plat de taro. 25 €, taro royal avec les obstacles dedans, partout. Avec du bon vin à côté. Tous les jours de l'année, tu n'attends pas seulement les 3-4 mois pendant les vacances comme c'est le cas au Cameroun. Les gens attendent de la saison pour manger les safous. À Paris, j'ai les safous toute l'année. Ça ne vient pas du Cameroun, ça vient du Congo. Donc toute l'année. Il y a des gens qui cultivent, c'est leur spécialité. Ils cultivent ce qu'on appelle les contre-saisons. Comment on fait ça? Ils plantent les trucs là, les safous de contre-saison. C'est une particularité de ces spécialistes-là. Il y a des plantations d'ailleurs au Cameroun. C'est un Français qui a même la plantation qui est au Cameroun. Il y a les prunes au Cameroun, mais des contre-saisons. Il y a ça beaucoup au Congo. On a ça ici toute l'année. Que ce soit tous les légumes, que ce soit le ndolé, que ce soit les bâtons, tout ce que tu peux imaginer. Je vais juste là, j'achète, je viens, je cuisine. Vous avez au restaurant, vous mangez tout ce que vous voulez. Et donc, il n'y a rien que toi tu peux manger au Cameroun que je ne puisse manger en Europe. Rien du tout. Tout au contraire, les gens mangent ça ici beaucoup plus même que vous là-bas. Et de meilleure qualité. Combien de Camerounais peuvent se permettre de manger un bon plat de taro? C'est très rare au Cameroun. Un plat est dans les 1000 francs, 1500 ou 2000. Un bon plat de taro. Il y a des endroits au Cameroun, tu as le plat de taro à 3000 francs. Au Cameroun, si on dit taro, combien de parents sont capables de faire un bon plat de taro pour une maison où généralement nous avons des grandes familles? Nous avons généralement des familles nombreuses. Dites-moi à partir de quel moment dans ce pays-là, le plat, quelqu'un peut manger un bon plat de taro. 5 personnes dans une maison plus les parents, ça fait 7. Combien sont capables? Il va falloir peut-être 15 000 francs ou 20 000 pour financer 7 repas. Oui. Parce que si tu prends un seul kilo de viande, le kilo c'est 2800, c'est 3000 francs avec os. Tu as 3400 francs à 3500 francs, un kilo de viande sans os. Et même d'ailleurs, ça peut monter jusqu'à 4000 francs. Le kilo de poisson est passé à combien? Et parfois, ce n'est même pas du bon poisson. Les gens ont faim. Les gens n'arrivent pas à manger. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Les gens sont frustrés au quotidien. C'est pour ça que vous voyez, les gens deviennent méchants. Les gens deviennent envieux, haineux, aigris, capables d'empoisonner. Vous voyez les gens dans un pays qui ont créé un syndicat des empoisonneurs. Ils attendent seulement les mbenguistes. Les mbenguistes arrivent, ils les empoisonnent. Voilà leur travail. Ils ont même des équipes. C'est leur travail. Le poison est devenu une blague. Il y a une vidéo en circulation en ce moment. D'une fille, c'est bien triste, hein? Évidemment que c'est triste. D'une fille qui a été, on va dire ça, cocufiée, je sais pas. Une fille, bon, voilà, qui a son gars avec qui elle vit depuis 5 ans. Elle a des attentes, elle veut le mariage. Le gars laisse la fille, va épouser une autre fille derrière, en demandant d'ailleurs à celle qu'il a laissée à la maison de lui faire un bon plat de mets de pistache, 5 litres de mets de pistache. Il prend ça, il ramène de l'autre côté. La fille lui demande, mais tu vas où? Il dit, non chérie, j'arrive. Il m'en va comme ça à la réunion. Et tu sais que c'est là-bas que je suis en train de faire le nécessaire pour te doter. Alors qu'il est comme ça en train d'aller à la dot. Il va doter l'autre fille. Et là-bas, on a mangé les mets de pistache de la pauvre fille qui attendait. Elle se rend compte seulement sur WhatsApp que voilà son mari qui est quelque son futur, son gars, sur qui est fondé, n'est-ce pas, tout son espoir, qui de l'autre côté est allé doter une fille. Mais ce qui est choquant, c'est cette facilité-là de dire dans son voice, bon, c'est clair qu'elle le dit sur le coup de la colère. Espérons qu'elle ne va pas le faire. Bon, de toute façon, le gars sera au courant du voice et va certainement faire attention. Mais ça en dit long sur la mentalité des Camerounais. Elle dit, je cherche, je suis comme ça en train de composer les poisons. Si quelqu'un connaît un bon poison que je peux lui donner, mais il ne meurt pas le même jour, je veux qu'il souffre avant de mourir. Donc le genre qui va souffrir même 1 an de maladie, on appelle ça le poison lent. Donc voilà son souhait.
empoisonner le gars. Mais pourquoi au Cameroun, on parle avec autant de facilité, avec une facilité déconcertante? Les gens parlent de l'affaire du poison. On n'a pas grandi dans cet environnement. Certes, ça a toujours existé, mais on n'a pas connu un environnement comme ça où moins de trucs on empoisonne les gens. C'est de trop. C'est ça justement le problème. Tu risques à chaque fois que tu es juste avec un pote. Tu ne sais jamais ce qui t'attend. Pour une belle tennis que tu as au pied, quelqu'un est capable de t'empoisonner. À plus forte raison, quand il voit que ta vie dose, tu as le minimum, tu n'es plus au niveau où tu as des besoins voilà, primaires. Tu arrives à bien t'en sortir. Et donc la jalousie s'installe. Voilà notre pays, le Cameroun. Tous ceux qui ont réussi, certainement ils ont réussi parce qu'ils ont trempé quelque part. Tout le monde est sorcier. Rien n'est jamais naturel. Dès que tu bosses, tu réussis. Non, il a fait ci. Donc c'est important de sensibiliser. C'est important de continuer la sensibilisation, ne jamais lâcher. Donc voilà, c'était votre frère Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que le live vous a plu, vie, force, santé, pluie de bénédictions ancestrales. J'espère que vous avez partagé massivement, j'espère que vous avez liké, j'espère que vous avez mis les cœurs. Alors rendez-vous, je vous reviens très bientôt. Bon, c'est l'été, c'est beau. De temps en temps, je passe par ici quand je fais mon jogging. Quand je fais du footing, je passe par là. Donc voilà, je vous reviens de toute façon. Que ce soit au boulot ou ici, je vais multiplier les lives ces derniers temps. Donc merci à vous, Otep. Bonne soirée.